suis Olivier Dizarbois, je suis président de l'association Les Amis des Baraques, association créée en 2005, je dis bien, mais elle existe réellement depuis 1996, époque de mon arrivée à la retraite. Et je voulais occuper mes loisirs et puis voilà, j'ai réussi parce que 20 ans après, je suis toujours en train de parler des baraques. Alors, donc les baraques, alors un peu d'historique, elles ont été construites... Alors les baraques après la Deuxième Guerre mondiale ont été construites à partir de 1945, puisque en 1944, comme tout le monde ou beaucoup de personnes le savent, la Brest a été libérée en septembre 1944. Et Brest, évidemment, ville détruite, 80-90%. Enfin, quand on parle du Brest, aussi peut-être spécifié de l'époque, c'est le Brest intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des remparts, et un petit peu, bien sûr, vers Saint-Martin. Les communes environnantes telles Saint-Marc, Saint-Pierre-Quilbignon et Lambézélec ont été englobées dans le Grand Brest, ce qu'on appelle donc déjà une question de surface, 45 mètres carrés dans la baraque française, 60 mètres carrés dans la baraque américaine. Dans la baraque américaine, un confort bien sûr pour l'époque que même les gens qui vivaient en maison n'avaient pas, c'est-à-dire la baignoire. Imaginez une baignoire pour une personne qui venait de quitter par exemple une maison avec le sol en terre battue, parce que ça existait encore à l'extérieur de Brest ou même aux alentours de Brest, très proche. Donc la baraque française, c'était une baraque sommaire, mais à 3 pièces, avec une cuisine, donc comme chauffage et comme, comment dirais-je, ustensile de cuisson, c'était la cuisinière, quoi, au charbon et au bois. D'ailleurs, après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de charbon au tout début, et les gens récupéraient du bois dans les ruines pour se chauffer. Voilà. Il y avait un petit réservoir d'eau aussi, qui servait surtout à mettre par exemple en hiver dans les bouillottes, quand il y avait des bouillottes, un genre de bouteille de limonade là qu'on fermait. Oui, on mettait ça dans la grande chaussette. Et on mettait ça dans, oui voilà, et on mettait ça dans le lit pour bassiner un peu. Et quand on n'avait pas de WC, on était au pot de chambre. Alors on avait des WC, on avait des fosses quand même. Il y avait des fosses et les grands-parents, enfin le grand-parent chez moi ou le chef de famille fabriquait un petit support, on pouvait s'asseoir dessus, comme les water sèches là, qui existent maintenant, quoi. Donc oui, mais c'était relativement confortable. Alors une anecdote quand même, c'est que comme il n'y avait pas de papier toilette, on se servait des... Chez nous, c'était les éditions du Télégramme. On prenait un crochet de couvreur et on accrochait le télégramme bien découpé, bien sûr, et on pouvait lire même Nimbus à l'époque, c'était la bande dessinée, en plusieurs tronçons d'ailleurs, parce qu'il fallait choisir les morceaux de papier. Et comment étaient attribuées alors les baraques françaises et américaines? Les baraques initialement étaient prévues déjà aux prisonniers qui revenaient, aux prisonniers de guerre, aux blessés, aux familles nombreuses. Voilà, il y avait des priorités pour ce genre de personnes. Mais très rapidement, ils se sont aperçus qu'il fallait loger aussi les instituteurs, parce que les écoles étaient en baraque. Il fallait aussi loger les toubibs, les docteurs, ils étaient également en baraque. Enfin, tout le monde était en baraque, les commerces. Alors, la première chose qui a été faite, c'est de récupérer les baraques, certaines d'ailleurs récupérées aux Allemands, qui ont servi pour installer les commerces place de la Liberté maintenant, c'est-à-dire la cité commerciale. On appelait ça les glacis, d'ailleurs les anciens appelaient ça les glacis. Glacis, parce que glacis autour des remparts, on appelle, quand on fait un peu d'histoire, voilà, un glacis c'est une partie nette, quoi. Donc c'était facile pour poser des baraquements. Existe-t-il toujours des baraques Oui, à Brest il en existe encore. Il en existe route de la Ninguer, par exemple, à Saint-Pierre-Quilbignon, de la rue Jeanne d'Arc à Saint-Marc, on peut voir une très belle baraque, je crois que c'est la plus belle que j'ai vue, elle est très superbement bien entretenue. Et il y en a d'autres. Alors on a fait une découverte également, ça je peux le signaler, c'est à Carré-Plouguer, pas loin de la place de Verdun, à côté de l'église, à 300 mètres de là, on a une quarantaine de baraques américaines. Curieusement, on n'en a pas encore entendu, j'ai jamais entendu parler dans la presse. Donc ça, je crois qu'il faut le dire aux Brestois, qu'il y a des baraques américaines à foison à Carré-Plouguer. Les objectifs principaux, comme c'est indiqué ici, sont d'animer la vie culturelle,
Voilà, créer des liens d'amitié. Voilà, c'est ça, c'est créer des liens de solidarité, des réunions, des repas, quelques repas, hein, deux repas par an. On visite des lieux aussi, on a visité les locaux du tram lorsqu'il y a eu la construction du tram. Justement, pour être dans le créneau des compagnons bâtisseurs, j'ai voulu montrer le Brest d'avant-guerre. Hein. Donc c'est ici alors que commence? C'est ici que commence l'exposition. Alors ça, c'est une présentation de la ville de Brest en préfabriqué avec les différents quartiers. Il y avait 28 quartiers de baraques. Il y en avait plus parce qu'il y avait aussi des baraquements sur les terrains privés. Mais ici, vous avez donc le Bougain, par exemple, qui était le plus grand quartier hein, de baraques. Hein. Il y avait environ un peu plus d'1 millier de baraques. Donc ça représentait environ 3000 personnes, voilà, un peu à quelque chose près. Voilà, le quartier du polygone Point du Jour. Alors ce quartier-là, c'est un quartier qui était le dernier quartier hein, qui a survécu, hein, qui a été détruit en 1976. Et puis d'autres quartiers. Hein. Alors le quartier d'origine de ma famille, c'est le quartier de Kerango, hein, je suis obligé de le citer quand même. Et puis tous les autres quartiers, hein, le Bergotte, hein, qui était donc un quartier qui est placé maintenant du côté du Bergotte-Bellevue, quoi, vers la Pafelle là-bas. Et Kéréderne, un grand quartier également, le Landais ici, le Landais qui partait pratiquement de la piscine actuelle jusqu'au building, les fameux buildings que l'on voit ici d'ailleurs. Alors sur cette photo on voit très bien aussi le Bougain Est, hein, vous voyez l'étendue du Bougain, hein, ça partait on va dire de la piscine de Kerlé, allez, on va aller jusque là, au pont du Bougain quoi, hein, alors on voit la place Albert Ier ici là, voilà, et le pont qui n'existe pas parce que ça c'est une photo de 53 environ, hein, c'est 1953, le pont est construit 1951. Et le 4e building n'est pas encore construit, donc voilà, c'est environ 53. Ok. Voilà. Alors par la suite. Alors par la suite, donc là c'est des photos justement pour montrer un peu l'ensemble de l'exposition. Bon, ça c'est une baraque, un dessin de baraque, hein, bien sûr, baraque française. Le Brest d'avant-guerre avec le pont de recouvrance et le petit pont Guédon. La cité commerciale avec ses commerces. Le quartier du polygone Point du Jour pour montrer les associations. On voit ici le patronage laïque de recouvrance qui défile pour la fête de la jeunesse pour arriver au stade de l'ASB. C'était là où, d'ailleurs, les écoles, quand il y avait la fête des écoles, les enfants faisaient le fameux lundi, hein, les mouvements et tout ça. Tout le monde, c'était la fête, quoi, tout le monde était heureux. Alors ici, c'est une classe, c'est une classe de lycée, hein, c'est à Saint-Marc. Donc voilà, en baraque aussi, baraque en fibrociment, hein, mais en baraque. Ici, alors j'aime bien cette photo aussi parce qu'on voit un policier de l'époque, hein, qu'on appelait les Hirondelles. Ah. Alors l'origine, apparemment, j'ai deux versions. Les Hirondelles faisaient le printemps? Oui, les Hirondelles parce qu'ils avaient une cape. Ah. Et quand ils pédalaient, ça faisait un peu, comme ils étaient au ras du sol, ça faisait comme des hirondelles. Et on m'a dit aussi que les vélos qu'ils utilisaient étaient de marque Hirondelle. Voilà, donc j'ai les deux versions. Double explication. Voilà, double explication. Voilà, donc on va continuer. Donc on a ici maintenant le Brest d'avant-guerre, hein, avec les rues comme ici, la séparation entre la rue de Siam et la rue du Petit Moulin, qui rejoignait la place Vauban à l'époque, hein, mais la rue de Siam, elle n'a pas bougé. Hein. Bon, on revoit la même chose ici, alors là c'est la rue Louis Pasteur et le début de la rue de Siam, et la place ce qu'on appelait la place des Portes. Bon, la place Wilson, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Voilà, c'est à peu près c'est au même endroit. Ici, on voit les Halles Saint-Louis, hein, avec l'église Saint-Louis, hein, avec sa fameuse tour qui est très reconnaissable. L'ancienne gare, donc avant la construction en 1936 de la gare actuelle, quoi, avec son rôle. Ici, c'est les quartiers de recouvrance, hein, les alentours de Brest. Voilà, alors avec les magasins, les subsistances en 1960. Hein, voilà. Alors c'était des œuvres d'Arthur Choquet de Lindu, hein, de Lindu. En 1720, 1715, 1712, ouais, à 1790. Voilà. Donc les recouvrances les alentours de Brest. Ensuite on arrive à Kerango, le Landais, voilà, Kerango. Bon, alors pourquoi Kerango? J'ai pas mis cette photo spécialement pour Kerango, mais parce que ça veut dire quoi Kerango d'ailleurs? C'est le village du forgeron.
Ah oui, je crois que c'était du bûcheron. Ouais, non, forgeron. Ah ok. Et donc ici, c'est surtout les immeubles que j'ai voulu montrer là. Alors les baraques, bien sûr. Les baraques, ici, on voit les baraques là, sous la neige. Hein. Il y avait de la neige aussi. Les HLM en construction. Ça, c'est les immeubles de la rue Nominoé, pour ceux qui connaissent Kérango. Alors ici, on voit également les HLM construits. Hein. Ça, c'est des photos des années 60. Et ici, les mêmes, toujours pareil. Hein. Par contre, ici, on est hollandais. Hein, on voit très bien les immeubles également qui sont à côté des... on voit les buildings derrière. Hein. Et donc les immeubles qui étaient aussi construits dans les années 55-60. Voilà, là, cette photo, on l'a déjà vue. Alors ici, c'est la construction de l'université au Bougain. Donc on voit très bien, pour ceux qui connaissent, on voit l'école Saint-Yves ici. Les derniers vestiges, si vous voulez. Sur le côté, on voit les baraques du Bougain Centre. Et vous voyez la construction donc de... Alors ici les immeubles de Keralé, hein, les immeubles de Keralé, ici ou là, hein, voilà. Alors et ici par contre alors j'ai intitulé ça les baraques d'aujourd'hui. Pourquoi les baraques d'aujourd'hui? Parce que sur la commune de Pleumeur, au parc de Soie, près de l'étang de Terre, à côté de Lorient, il y a une association qui a réussi à reconstruire une baraque américaine. Ça c'est l'inauguration de la baraque américaine. Une baraque française, voilà la baraque américaine là. Une baraque française, et là aussi la baraque française, voilà, avec la voiture en bois. Non, pas en bois. La baraque est en bois. Oui, la baraque que je parle. Et ici, ça c'est intéressant aussi, j'ai retrouvé cette baraque là sur le secteur de Lambézélec. C'est une baraque Encore. Alors l'Encore, c'était pour loger les ouvriers qui étaient chargés de la reconstruction de la ville. Alors c'était beaucoup des Maghrébins ou des Bars, algériens, tunisiens, marocains. Alors oui, il y avait des Portugais aussi, même des Espagnols, il y avait des gens, et il y avait des Français aussi, parce qu'il y avait des gens qui venaient de la campagne dans les années 50. Hein. Alors les premiers, ceux qui sont revenus en premier dans ces baraquements, c'était surtout donc effectivement des gens du Maghreb. Mais par la suite, il y a des gens de la campagne qui cherchaient du boulot parce que le tracteur arrivait dans nos campagnes et dans les familles, il n'y avait pas de boulot pour tout le monde. Voilà. Donc je passe un peu. Hein. Alors une convivialité retrouvée, elle est réinventée, évidemment, comme on peut le voir sur ce panneau. Les gens démontent un moteur de voiture. J'ai d'autres photos où on voit des serruriers, enfin je les ai pas là, des serruriers former des tubes pour faire des rampes d'escalier. Parce que les artisans, ils n'avaient pas de locaux non plus, donc ils s'adaptaient. Hein. Ils vivaient dans la baraque et leur atelier c'était l'air pur à l'extérieur. Voilà, donc le quartier de Kéréderne, ici c'est le quartier de Kéréderne. Alors la spécificité de Kéréderne, c'est aussi qu'ils avaient des baraques en fibrociment. Vous voyez, c'est le même type de baraque que la baraque française. Là-bas, on la voit bien aussi également, mais en fibrociment. Voilà. Alors d'après les gens, elle était un peu plus chaude que la baraque française, hein, peut-être du fait que c'était clos, vraiment clos, alors que la baraque française, c'était du bois, et s'il y avait un nœud dans le bois, le vent passait, la pluie également. Donc Kérango, alors là c'est intéressant, parce que évidemment les gens des baraques, ils ne restaient pas toujours dans leur baraque, hein. Donc ils participaient également au fait qu'il y avait à Brest à l'époque. Hein. Là, vous voyez, ils représentent le bagne de Fort Bayard à Kérango, donc dans les années 60, hein, sur le pont de recouvrance qu'on reconnaît, qui a été reconstruit, lui, en 1954. Il a inauguré en 1954. Donc il faut savoir aussi que Brest, après la guerre, n'avait pas de pont. Il n'y avait plus de pont. À part le pont de Kervalon qui a été mis en service un peu plus tard, que l'Arsenal a laissé passer les gens, parce que c'était dans l'enclos de l'Arsenal, juste en limite, quoi. Alors un petit quartier, le quartier de Kérango, c'était un tout petit quartier d'une quinzaine de baraques qui était monté surtout, qui était occupé surtout par des agents de l'Arsenal, des ouvriers, des techniciens, et à côté aussi il y avait d'autres baraquements qui servaient à loger des gens de Saint-Étienne et qui venaient travailler sur les canons du Jean Bart, qui était en cale sèche à ce moment-là. Alors, bon, ici, ça c'est une image qui m'a toujours marqué, c'est parce que c'est la fin des combats à Brest, hein, c'est les Américains qui ont fait cette photographie.
Et c'est un Allez, film, Réal. c'est tiré d'un film, je crois. Et on voit Brest vraiment des trucs. Voilà, c'est la place du château. Hein, le pont de recouvrance, il reste plus rien. Enfin, il y a une petite avancée là. La rue de Siam, ben, part de là hein, pour aller, voilà, pour se remonter quoi. Et voilà. Donc la grue, ça on voit la fameuse grue qui est toujours là, hein, malgré qu'ils ont essayé de la détruire. Mais C'était un Brestois, Maton? ah, ça je pourrais pas vous dire. C'est lui c'est lui le, comment dirais-je, l'architecte. Hein. Mais dire qu'il était brestois, je suis pas certain. Là, il faut que je me renseigne. Voilà. Donc évidemment, alors là, ça, En rapport avec Voilà. justement l'activité des compagnons, la lutte contre le mal logement. voilà, le lutte contre le mal logement. Ça, c'est bien que les baraques sur la fin sont devenus des logements indésirables. Parce qu'ils avaient bien rendu service pendant 30 ans. Hein, ça a quand même duré 30 ans cette vie en baraque. Mais sur la fin, ben, c'était considéré comme logement insalubre. Et comme la construction battait son plein, ben, la municipalité voulait à tout prix que les gens quittent les baraques pour venir loger dans des HLM où il y avait plus de confort. Plus de confort, mais moins de convivialité. Parce que même les entreprises le savent, ça. Il y a plus de rendement et plus d'organisation lorsqu'on est à l'horizontale que lorsqu'on est en vertical. Donc voilà, donc dans les baraques, ben, c'était... L'isolation laissait à désirer, mais on était moins isolés. Mais voilà, exactement. Dès qu'il y avait quelque chose, une femme qui allait au lavoir, elle disait à sa voisine, tiens, tu peux jeter un coup d'œil sur le dernier, quoi. Et voilà, et c'était fait normalement, ouais, pas de problème. On allait à la boulangerie, on demandait aux voisins, est-ce que vous voulez une baguette? Oui, Est-ce exactement. que tu veux une baguette? Voilà, exactement. Et plein de choses comme ça. Hein. Pour conclure, ben, pour dire que moi, si j'ai fait ce travail-là de mémoire, depuis le temps que je fais ça, bien sûr, j'étais passionné par ça. Et quelque part, j'ai voulu aussi montrer aux gens qu'on pouvait être heureux, même dans des conditions difficiles, à condition d'être solidaire. Et ça, c'est important, la solidarité. Oui. Vous êtes accompagné, je vois, avec une bénévole également qui fait partie Oui, des amis de la ouais. baraque. Alors cette bénévole, là, je l'ai connue. Je l'ai connue dans un quartier pas très loin de chez moi, hein, parce qu'elle habitait les Quatre Moulins. Elle n'a jamais vécu en baraque, mais elle a attrapé le virus à mon contact avec après toutes les expositions. Et le lien qu'il peut y avoir avec les compagnons bâtisseurs, justement, c'est que chez eux aussi, ils vont devant des gens pour leur proposer Des solutions énergétiques. des solutions énergétiques, ou même des fois pour faire des peintures ou des choses comme ça. Et si les gens sont À des pas prix et à qui des prix défient différents, toute concurrence. en fonction de leur quotient familial, mais ils les aident à être indépendants aussi. à être indépendants, à apprendre eux-mêmes à faire des travaux qu'autrement ils n'auraient pas osé faire, soit faute de moyens, soit par méconnaissance. Et ça c'est formidable. Et même comme me dit des fois le Fred, là, il me dit, oh, bah oui, mais des fois c'est nous qui faisons le travail, quand vraiment les gens sont Mais quelle joie de transmettre justement les savoir-être et les savoir-faire. Voilà, c'est ça. Ça c'est très important. Merci à vous Bah, de rien. et bravo aux amis des baraques.